Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un article qui est complètement passé à la trappe et que je trouve juste complètement dingue. Un article du Monde du 10 mars 2014 qui s'appelle Virus mutant, les furets de la discorde. Alors je ne vais pas vous lire tout l'article, je vous laisserai les liens en commentaire. C'est juste incroyable ce qu'on lit dedans et ça pose énormément de questions. Alors, je commence. C'est vraiment une folie. Il est rare que des scientifiques éminents qualifient aussi brutalement le travail de collègues reconnus. Pourtant, Roberto Colter, qui tient ses propos à micro ouvert, n'a rien d'un alarmiste anti-science. À 60 ans, il est directeur d'un laboratoire réputé d'Harvard et présidait il y a peu la Société américaine de microbiologie. L'objet de son inquiétude, une série d'expériences visant à rendre contagieux des virus grippaux mortels, recourant à la fois aux techniques du génie génétique et à la sélection classique, qui se poursuivent depuis plus de 2 ans en dépit de multiples protestations. Et Colter n'est pas seul. Ils sont 56 scientifiques d'envergure, dont 3 prix Nobel, à avoir signé fin décembre 2013 une lettre publique adressée à la Commission européenne réclamant une véritable analyse de risque pour ces expériences qui exposent l'humanité, avertit l'épidémiologiste d'Harvard Mark Lipsitch, lui aussi signataire du texte, à la possibilité d'une pandémie véritablement catastrophique, capable de faire des centaines de millions de morts. Est-ce que vous entendez bien ce que je viens de vous lire ? C'est complètement dingue. Donc déjà, première question qu'on peut se poser. La Commission européenne et l'Europe, l'UE, ont été complètement nuls dans cette pandémie de Covid-19. Et qu'apprend-on dans cet article ? Qu'en 2014, 56 scientifiques, dont 3 prix Nobel, adressaient un courrier à la Commission européenne pour les prévenir des dangers de savants fous qui faisaient des expériences dans des conditions folles. Vous vous rendez compte de cette information ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment se fait-il qu'on en ait entendu parler nulle part ? C'est complètement dingue. Complètement dingue. On a moqué le professeur Montagnier. Enfin, je vais continuer à vous lire la suite, vous allez voir, mais c'est complètement dingue. Ces expériences de la discorde, dont le début remonte à 2011, ont d'emblée agité la communauté scientifique, au point que leurs auteurs ont dû décréter un moratoire sur leurs travaux en janvier 2012, avant de le lever unilatéralement en janvier 2013, en dépit de l'absence de consensus. Depuis, elles se poursuivent comme si de rien n'était. En quoi consiste-t-elle ? Elle porte sur 2 virus grippaux, le H5N1 et plus récemment le H7N9, qui connaît actuellement une expansion inquiétante en Asie. Attention, grippe ne doit pas être lu comme signifiant sans gravité. H5N1 et H7N9 sont des virus extraordinairement meurtriers. Les malades, après une brutale poussée de fièvre, développent généralement une pneumonie, puis une grave détresse respiratoire, à l'issue souvent fatale. Ça ne vous rappelle rien ? Entre le tiers et la moitié de quelques 1000 humains qui ont eu le malheur de contracter ces grippes en sont morts, généralement en une dizaine de jours. Ça ne vous rappelle toujours rien ? Pour le H7N9, le dernier bilan fait état de 72 décès en Chine entre janvier et février. Tiens, c'est une période qu'on connaît aussi, ça. Alors, je continue. Ces germes circulent naturellement et massivement chez les oiseaux, particulièrement les canards et autres volailles. Mais il faut d'énormes concentrations de virus, en pratique des contacts étroits avec des volailles vivantes, pour qu'ils parviennent à infecter les humains. Les récepteurs cellulaires qui servent d'ancrage à H5N1 comme à H7N9 sont en effet légèrement différents chez les mammifères et les volatiles. En revanche, ce que ces grippes ne parviennent pas encore, à faire, c'est à passer d'un homme à un autre, ce qui est une grande chance pour Homo sapiens et le cœur de cette affaire.
Avouez quand même que c'est plus que troublant cet article, n'est-ce pas? Cette affaire même, qui à l'époque a fait un petit peu de bruit apparemment. Mais vous remarquerez que personne n'en a parlé jamais. Même le professeur Raoult, personne. Total blackout. Et je peux vous dire une chose, c'est que cette fameuse lettre de 56 signataires, qui met en cause l'Union européenne, je dis bien elle met en cause l'Union européenne, j'ai essayé de la chercher, hein. Ça fait 3 nuits que je passe dessus. Impossible de trouver cette lettre. Impossible. Même le lien dans le magazine Nature qui avait répertorié ça, il donne le lien, on ne peut plus accéder à cette lettre. Donc je suis incapable de vous dire les 56 signatures de cette lettre. D'ailleurs, je pose une question. Est-ce que M. Raoult faisait partie de ces 56 signataires? Parce que c'est un des plus grands au monde apparemment. Et j'aimerais bien moi savoir s'il fait partie de cette lettre. Pour information. Parce que je me rappelle que dans l'interview à BFM TV, quand on lui a demandé si c'était possible que ce soit un virus modifié, lui pensait que non. Bon, je ne remets pas en cause le professeur Raoult, mais c'est des questions qu'on doit se poser. C'est des questions franches qu'on doit se poser. Et moi, j'aimerais connaître les 56 signataires. Alors, je vais continuer parce que vous allez voir, c'est quand même assez dingue. Alors, car quelques mutations peuvent suffire pour que les virus grippaux deviennent transmissibles entre humains. Et ils sont alors magnifiquement, selon le terme du virologue new-yorkais passionné Vincent Racaniello, professeur à Columbia, ils se mettent à circuler par aérosolisation, voyageant dans les gouttelettes émises par la toux et les éternuements, passant d'un individu à l'autre sans le moindre contact physique. 5 minutes dans un bus suffisent pour être infecté si l'un des autres passagers est porteur. Ça ne vous rappelle toujours rien. C'est la grippe, bien sûr. Les 50 millions de morts de la plus grande grippe de l'histoire, la grippe espagnole de 1918, sont là pour rappeler les effets de ce virus à la fois meurtrier et transmissible, qui sur notre planète surpeuplée, urbanisée et mondialisée, serait sans doute plus dévastateur encore. Or, pour ce que l'on sait, un tel monstre biologique pourrait bien d'ores et déjà sommeiller dans un congélateur de l'université Erasmus d'Amsterdam ou de l'université de Wisconsin aux États-Unis, pour citer les deux institutions en pointe dans ses travaux. Deux équipes devenues célèbres, dirigées respectivement par le néerlandais Ron Fouchier et le japonais Yoshihiro Kawaoka, y ont en effet rendu transmissibles les virus en question. Non pas chez des hommes, car les règles d'éthique en vigueur l'interdisent, évidemment, mais chez les furets. Le furet est le mammifère de laboratoire dont le système respiratoire imite le mieux celui de l'homme, explique Vincent Racaniello. Il présente tous les symptômes humains. Il tousse et éternue, ce que les souris ou même les singes ne font pas. Vous vous rendez compte ? Comment ont procédé les chercheurs ? Leur manipulation, décrite en 2012 dans Nature et Science, les plus grandes revues scientifiques, ont consisté à introduire dans les virus, par génie génétique, quelques mutations choisies au doigt mouillé dans le but de favoriser la transmission. Vous vous rendez compte de ce qu'ils disent ? Puis, à déposer directement une solution concentrée de ces virus mutés dans les fosses nasales d'un furet. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là ? Puis à déposer directement une solution concentrée de ces virus mutés dans les fosses nasales d'un furet. Ça vous rappelle rien, les fosses nasales ? Comment on teste les gens ? Comment on teste les gens ? Dans les fosses nasales d'un furet. Le furet qui serait un animal le plus proche de l'homme. Moi, cet article, il me rend dingue. Il me rend dingue. Je continue. Ensuite, les protocoles varient légèrement. Fouchier, pour essayer d'apprendre au virus à infecter un mammifère, a ainsi contaminé l'un à partir de l'autre 10 animaux successifs. Une pratique du reste connue pour augmenter la virulence de certains virus. Fantastique ! Kawaoka, quant à lui, s'est contenté des mutations qu'il avait introduites, sans chercher à en susciter de nouvelles. Mais au final, dans les deux cas, ces furets de l'apocalypse, ah oui, ça ils peuvent le dire, comme ils furent surnommés,
placés dans une cage à distance d'un congénère, sont parvenus à l'infecter, sans aucun contact physique. Expérience concluante donc. Fantastique, non? C'est merveilleux. Hein, on nous parle du virus chinois, mais apparemment, y a des savants fous qui font des expériences aux États-Unis et à Amsterdam. Et les Européens, la Commission européenne le sait depuis 2014. 56 scientifiques, dont 3 prix Nobel, ont alerté la Commission européenne sur ces expériences de savants fous. Personne n'en parle. Quand même, c'est étrange. Hein, les nouveaux virus prestamment mis en boîte et analysés par les chercheurs sont formellement toujours des H5N1 et H7N9. Mais des H5N1 et H7N9 mutants, désormais transmissibles, du moins chez le furet, qui certes n'est pas l'homme, mais qui est l'animal que les scientifiques ont choisi pour s'en rapprocher le plus. Bon, ok, vous allez me dire, c'est pas le Covid-19, c'est pas un coronavirus, c'est des grippes. Wep. Je voudrais quand même dire, en termes de symptômes, de contagiosité, de fausses nasales et compagnie, on est quand même vachement proche de ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu, et j'espère qu'il va s'arrêter en ce moment. Moi, je trouve ça complètement dingue que personne n'en ait parlé, c'est dingue. Le risque associé à ces Frankenvirus, comme disent les Américains, super, est d'autant plus grand que ces recherches se mènent dans des laboratoires de niveau dit BSL3+, pour Biosafety Level, et non des niveaux BSL4, le plus élevé. Super. Celui où l'on manipule les virus tueurs les plus redoutés, par exemple le virus Ebola. Or, il s'avère que le palmarès des laboratoires BSL3 en matière de biosécurité n'est pas des plus brillants. Un rapport datant de janvier a révélé qu'aux États-Unis, entre 2004 et 2010, 4 infections accidentelles par des virus dangereux ont eu lieu dans des laboratoires BSL3. La probabilité d'accident annuel qui s'en déduit par laboratoire et par an est de 0,2%. Autrement dit, si 10 laboratoires travaillent 10 ans sur ce virus, le risque d'infection atteint 20%. Super, hein? Et c'est pas fini. Il y a par ailleurs déjà eu des infections de laboratoire au virus du SRAS, Ebola et de Marburg dans différentes villes du monde, et même une poignée d'évasions. Super, c'est-à-dire des contaminations en série hors laboratoire. En somme, la probabilité d'accident est loin d'être négligeable, alors que les conséquences en seraient vertigineuses. Hélas, les gros risques à faible probabilité sont une des choses les plus difficiles à gérer pour l'esprit humain, soupire l'épidémiologiste Mark Lipsitch. C'est fantastique, non? Et vous savez quoi? C'est ce même Mark Lipsitch qu'on retrouve plus tard qui va dire qu'il va y avoir peut-être 40 à 70% de contagiosité dans le monde de ce virus. On comprend pourquoi maintenant. Hein? Vous comprenez pourquoi maintenant? C'est le même mec qui envoyait le courrier à la Commission européenne pour dire qu'il y avait des savants fous qui faisaient des expériences dans tous les sens avec des animaux par aérosolisation. Non mais vous comprenez le délire, vous comprenez que le mec il soit en panique. On peut pas trop lui en vouloir. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ressorte pas qu'il ressorte pas sa lettre, qu'il ressorte pas son avertissement. Non, le mec il se contente de dire ça. C'est quand même super étrange tout ça, vous trouvez pas? Je continue. Une situation symptomatique. Mais peut-être s'agit-il d'expériences isolées, œuvre d'une poignée d'incontrôlables. Nullement. Ces travaux ont été validés, financés et en dépit des critiques, ils se poursuivent toujours. En août 2013, dans les colonnes de la revue Nature, 22 chercheurs ont d'ailleurs dit leur intention de les étendre et de les diversifier. Et Yoshihiro Kawaoka vient d'annoncer la reconduction de ces financements. Une situation symptomatique de l'évolution de la biologie ces dernières décennies. C'est génial, non? C'est vraiment super. Je comprends pas. Quelles sont au fond les motivations de ces scientifiques qui créent des monstres biologiques que même la nature n'a jamais engendrés? Ah, bonne question. Hein. Je crois que je connais un peu la réponse. Dans un premier temps, les intéressés ont énergétiquement plaidé que leurs expériences seraient utiles pour produire de nouveaux vaccins, des traitements, ou encore pour mettre en place des alertes précoces.
Mais ils ont été dans une large mesure forcés de battre en retraite depuis face aux critiques développées par les spécialistes de ces questions. Il apparaît que, en pratique, notre compréhension fondamentale des mécanismes moléculaires accompagnant l'infection a progressé, mais qu'aucune perspective de traitement n'en est pour autant sortie. Ouais, je reste perplexe, hein. Je continue, c'est très intéressant. Yoshihiro Kawaoka soutient désormais que la nature crée continuellement ce genre de choses, et qu'il est, par conséquent, indispensable de les étudier dans les meilleures conditions de sécurité, bien sûr. Quant à Ron Fouchier, qui ne donne plus d'entretien et répond aux questions par courriel, il concède que, en premier lieu, ce travail vise à accroître notre compréhension fondamentale. Et tout en espérant des retombées thérapeutiques, il insiste sur le fait que, pour beaucoup de percées scientifiques, il a fallu d'abord faire des progrès fondamentaux, plaidant pour une science mue par la curiosité. Super la curiosité. Créer des virus hyper contagieux qui n'existent pas dans la nature et qui n'auraient peut-être jamais existé, pour trouver le futur vaccin. Franchement, c'est génial, les gars. Franchement, c'est fantastique. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Et tout ça, je le répète encore une fois, ça se passe dans des laboratoires américains, des laboratoires néerlandais. Génial. Un argument qui a le don d'exaspérer Simon Van Osborne, qui est un des signataires de la fameuse lettre à la Commission européenne, virologue à l'Institut Pasteur et l'un des meneurs de la fronde contre ses travaux. À partir du moment où un protocole génère un énorme risque, il faut pour le légitimer des avantages exceptionnels. Or, on ne voit aucun avantage. Il est clair, un mec de l'Institut Pasteur qui dit ça, qui a écrit la lettre. Je comprends pas qu'on n'ait pas entendu parler de tout ça, c'est complètement fou. Curiosité. Quant à la communauté scientifique, elle est profondément divisée sur cette affaire. D'un côté, la lettre à la Commission européenne protestant contre la poursuite de ces expériences témoigne d'une opposition radicale. On a là des membres de l'élite de la recherche qui réclament l'intervention des politiques, et ce pour en quelque sorte protéger leur communauté d'elle-même. Cela s'observe rarement, commente le spécialiste de biosécurité Malcolm Dondo, professeur à l'université de Bradford, lui-même signataire de la lettre. Fait notable, ce sont souvent des chercheurs dont la brillante carrière est pour l'essentiel derrière eux qui mènent ici à la fronde. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre tout ça, très très bizarre. Mais face à ces derniers, Fouchier et Kawaoka ne manquent pas de soutien. La tension entre disciplines est perceptible. Si les médecins épidémiologistes et autres spécialistes de santé publique tiennent plus souvent pour la prudence, les virologues et autres biologistes moléculaires se montrent plus téméraires. Hystérie anti-science. En particulier, les spécialistes des virus grippaux, dont la solidarité avec Fouchier et Kawaoka ne s'est jamais démentie. Il faut dire que dans leur ensemble, les chercheurs ont le sentiment d'étouffer sous une bureaucratie sans cesse croissante, et se plaignent en outre d'avoir à rendre toujours plus de comptes à des administrateurs scientifiquement illettrés. Du coup, toute demande de réglementation tourne au casus belli. Vincent Racaniello, par exemple, défend bec et ongle le travail sur ces virus et estime qu'il y a déjà trop de réglementation. La société est devenue très craintive. Désormais, s'il y a des travaux dangereux, ils ne sont pas financés. Et les gens veulent des vaccins contre la grippe, des médicaments, des traitements, tout cela sans prendre de risques. Mais on n'en veut pas de vos vaccins, bordel de merde. Laissez faire la nature, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Personne n'a rien demandé, c'est les multinationales qui demandent des vaccins pour se faire du pognon. Et on ne vous a jamais demandé de créer des grippes de faire des... C'est complètement dingue, moi ça me rend ouf. Je sais pas vous, peut-être que je m'enflamme pour rien, mais je trouve tout ça complètement dingo. Alors du coup, je me suis intéressé, j'ai fait un peu le tour de ce sujet, et on trouve encore d'autres articles à cette même période. Alors par exemple, un article de France Info, hein, en plus c'est pas un truc... ça veut dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui étaient au courant de tout ça. Pourquoi personne n'en a parlé ? Pourquoi c'est le blackout ? Non mais regardez ce qu'ils disent dans cet article, c'est encore des infos, quoi. On comprend un peu mieux la chose. Alors,
Il nous reparle de ce fameux japonais, Yoshihiro Kawaoka, chercheur en virologie à l'université du Wisconsin aux États-Unis. Le japonais affirme, dans un article apparu dans une revue scientifique, avoir créé de façon artificielle une version mutante du H1N1 capable d'échapper aux anticorps qui devraient normalement le neutraliser et de résister aux vaccins existants. Une découverte qui n'avait pas été rendue publique avant les révélations de The Independent, mais qui aurait horrifié une partie des scientifiques devant lesquels Kawaoka a présenté ses conclusions plus tôt cette année. Il s'est servi d'un virus de la grippe, dont on sait qu'il est transmissible à l'homme, et l'a manipulé de telle manière qu'il laisserait la population mondiale sans défense si jamais il s'échappait du laboratoire. Ça alarme l'un d'eux. Non mais vous imaginez le délire? C'est complètement dingo. Et alors, mais ce n'est pas la première fois que les expériences de Yoshihiro Kawaoka dérangent. En juin, une polémique était née de ces expériences pour recréer la grippe espagnole, qui avait tué entre 50 et 100 millions de personnes en 1918 et 1919, l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire. En 2012, il avait réussi à transformer le virus de la grippe aviaire H5N1 pour le rendre extrêmement contagieux et transmissible d'une espèce à l'autre, donc potentiellement à l'homme. Une méthode tellement simple à reproduire que les conseillers en biosécurité du ministère de la Santé américaine ont tenté de censurer sa publication, de peur que des terroristes en fassent une arme biologique. Si ces expériences évoquent plutôt le plan machiavélique d'un méchant de James Bond, le professeur Kawaoka défend l'utilité de son travail. Son étude aurait atteint son but, identifier les caractéristiques du virus qui pourraient lui permettre d'échapper au système immunitaire et ainsi créer des vaccins plus efficaces. En somme, Kawaoka veut anticiper en les reproduisant dans son laboratoire les possibles mutations naturelles du virus d'origine animale comme le H5N1 qui pourrait devenir une menace pour l'homme. Waouh! Problème, la sécurité défaillante de certains laboratoires. Le professeur Kawaoka n'est, en outre, pas le seul chercheur à manipuler des virus très dangereux en laboratoire. Dans son histoire, la médecine a régulièrement développé des traitements utilisant des virus parfois meurtriers. En 2012, une équipe américaine est parvenue à guérir une fillette. Ouais, bon, bref, ça c'est pas très intéressant, mais regardez ça, c'est complètement dingue. Alors, voilà. Écoutez ça aussi. Mais la méthode utilisée par Kawaoka inquiète certains observateurs. Si l'étude du scientifique japonais a été validée par le comité de biosécurité du Wisconsin, des membres de ce comité interrogés par The Independent estiment qu'il a été volontairement flou sur son intention de créer un virus aussi dangereux. Autre détail troublant, alors que l'université du Wisconsin dispose d'un laboratoire de niveau 3, ou P3, le niveau le plus élevé, sur une échelle de 4, le niveau le plus élevé réservé aux virus qui n'ont pas de remède connu, Kawaoka a choisi de n'utiliser qu'un laboratoire P2. De quoi donner du grain à moudre à ses opposants qui estiment qu'aucune étude ne justifie de prendre de tels risques. Quand le résultat potentiel est une pandémie, même un risque minime doit être fortement considéré, explique l'épidémiologiste américain Mark Lipsitch. Vous comprenez un peu le délire? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc vous voyez bien, quand on dit tout ça, que ce n'est que de la plupart des épidémies viennent de délire scientifique, d'expériences complètement folles. Et j'aime beaucoup la fin de cet article qui devrait être la question juste essentielle qu'on devrait se poser après cette pandémie, que la Commission européenne aurait dû se poser de suite, car là on peut dire qu'en 6 ans elle a strictement rien foutu. Donc encore une fois, elle ne sert à rien, elle était au courant, n'a rien fait, n'a fait que propager le virus. Et je vais finir par la fin de l'article de Slate qui est, je trouve, très pertinente. Si de telles manipulations doivent être autorisées, la prudence voudrait que l'on effectue dans des laboratoires isolés, avec un personnel séquestré du reste de la population et devant obligatoirement en passer par une période de quarantaine avant de retourner à la vie civile. Car ce que l'histoire nous enseigne, ce n'est pas un si, mais un quand l'ignorance de telles mesures nous en coûtera en santé et en vie, et des vies sans doute très nombreuses. Parfait. Article qui date,
c'est la conclusion d'un journaliste qui date du 16 avril 2014. Vous pensez pas qu'on aurait pu faire, depuis avril 2014, une telle conclusion à tout ça? Non, non. On a créé un laboratoire à Wuhan. Hein, voilà ce qu'on a fait. Avec Monsieur Lévy, machin, tout ça. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Complètement dingue. Alors moi je pose la question. Moi je voudrais savoir 3 choses. Où est cette lettre publique? Si il y a des internautes qui sont capables de me la trouver, une lettre du 18 décembre 2014 adressée à la Commission européenne et à son président, M. Barroso, écrite par 56 scientifiques. Signée par 56 scientifiques, pardon. J'aimerais savoir si M. Raoult faisait partie de ces 56 signataires. Je voudrais savoir pourquoi la presse n'a jamais parlé de tout ça durant cette épidémie, pour en tirer des conclusions. Ni le gouvernement, ni M. Macron, ni personne. Pourquoi ceux qui ont réalisé ces articles à l'époque ont fermé leur tronche? Pourquoi on ne les a pas entendus? Voilà, ça pose vraiment beaucoup de questions, tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous pourrez partager ce travail et que vous pourrez l'enrichir en apportant d'autres informations. Voilà, bonne soirée à tous. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous étions formidables, formidable. Tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous retournions la table. Hey Macron, oups, Emmanuel, je veux pas t'embrouiller, promis juré. Je suis non violent et depuis hier, putain, je peux plus rentrer d'argent, mais bon c'est pas grave, allez viens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort troublé. Et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, vous n'auriez pas vu hier où j'étais. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous retournions la table. Eh, tu t'es regardé, tu te crois beau. Tu penses avoir tous les pouvoirs, mais t'es qu'un président, mec. T'emballes pas, on va dégager car on n'a pas le choix. Et puis Merkel, tu lui as parlé. Si tu veux, on lui dit comme ça, c'est réglé. Et aux autres aussi, le Brexit nous a décidé. Attends 3 ans, 5 ans, et là tu vas voir. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais face au diable. Nous retournions la table. Brigitte, oh pardon mon con. Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil. Si les Français sont chiants, c'est qu'ils ont peur d'être trahis. Si l'Europe trempe la France, c'est pour le compte des États-Unis. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens le pantin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un crétin? Ah oui, vous êtes le bien vous, à toucher le frigo européen de Brexit pour demain. Formidable.